Des généraux de combat au lieu de diplomates, Donald Trump, après le dernier cycle de négociations à Abu Dhabi sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et à Oman sur le programme nucléaire iranien, a décidé de changer complètement les règles de conduite des négociations avec la Russie et l'Iran. Et d'ailleurs, ce changement pourrait être bénéfique pour l'Ukraine. Pour la première fois, le président des États-Unis a impliqué le commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient dans les négociations avec l'Iran et désigné le ministre de l'Armée comme principal négociateur pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De plus, on sait qu'Alexus Grinkevich, le commandant des forces américaines en Europe, était également présent lors du dernier cycle de négociations à Abu Dhabi. Eh bien, je pense que vous avez déjà remarqué que la délégation ukrainienne est désormais dirigée par l'ancien chef du renseignement ukrainien Kirill Budanov, tandis que la délégation russe, d'ailleurs, est dirigée par un autre officier du renseignement, Kostyukov. Et les experts sont convaincus que cela va profondément changer la dynamique des négociations. Auparavant, Vladimir Poutine avait réussi à convaincre Donald Trump et son conseiller Steven Witkoff que la victoire de la Russie n'était soi-disant plus très loin, que très bientôt le Donbass serait entièrement occupé par les envahisseurs, que l'Ukraine était condamnée à la défaite, et ainsi de suite. Et, à notre grand regret, Trump y croyait. Par exemple, lui et son vice-président affirmaient en que l'Ukraine devrait céder le Donbass, car les Russes l'occuperaient de toute façon. Pour eux, c'était déjà un fait accompli. Il est désormais bien plus difficile de convaincre les militaires de l'existence de quelque chose d'absent sur le champ de bataille. Eh bien, par exemple, les militaires voient très bien que Kupiansk, par exemple, n'a pas été pris par les Russes. Dans cet épisode, nous parlerons des dernières négociations et de l'impact de la nouvelle tactique du Donbass de Donald Trump sur l'Ukraine et la Russie. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, comme beaucoup l'ont déjà remarqué, Donald Trump a changé d'approche concernant les négociations avec la Russie et l'Iran. Le président des États-Unis a pour la première fois impliqué le commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient dans les négociations avec l'Iran et il a fait du ministre de l'armée des États-Unis un négociateur clé. À la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ce ne sont plus les diplomates mais les militaires qui assument désormais le rôle de négociateurs. L'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des États-Unis, qui est responsable de toutes les opérations au Moyen-Orient, a pour la première fois rejoint les négociations américano-iraniennes hier. Il est apparu à la réunion en uniforme de cérémonie comme un rappel de l'augmentation de la présence militaire américaine dans cette région. Et après les négociations, il est parti avec Witkoff et Kushner à bord du porte-avions Abraham Lincoln, qui se trouve actuellement en mer d'Arabie. Dans le même temps, le ministre de l'armée américaine, Dan Driscoll, continue de jouer son rôle lors des négociations sur la guerre russo-ukrainienne. Cette semaine, Driscoll, comme on le sait, a tenté de maintenir le dialogue avec les responsables ukrainiens pendant les pauses entre les sessions. Autrement dit, en réalité, lorsque les délégations ukrainiennes et russes se rencontraient directement, les Américains n'intervenaient pas. Mais entre les sessions, c'est justement Driscoll qui consultait les Ukrainiens. De plus, Alexus Grinkevich était également présent lors des négociations. C'est le commandant des forces américaines en Europe, qui pourrait finalement prendre le commandement des forces occidentales susceptibles d'être déployées en Ukraine pour surveiller prix. À son tour, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et l'envoyé spécial Steven Witkoff jonglent entre les deux processus de négociation complexes. Et auparavant, c'est justement sur ces deux-là, Kushner et Witkoff, que Trump misait principalement. Croyant qu'il est possible de tout négocier si l'on parle le langage des affaires et du commerce. Eh bien, parce qu'ils sont tous les deux des hommes d'affaires, et Trump a tout de suite fait comprendre que la diplomatie classique. La décision de faire appel à des chefs militaires, soit pour leur expertise en matière de communication, soit pour signaler des options d'action potentiellement dures. Cela démontre comment précisément l'administration républicaine a bouleversé la politique étrangère et la diplomatie américaine traditionnelle. Et comme vous le savez, après les dernières négociations à Abu Dhabi, les militaires américains et russes ont même rétabli les canaux de communication qui avaient été interrompus en 2021, juste avant l'invasion à grande échelle des Russes en Ukraine. Et à cet égard, il est important de comprendre que Donald Trump, surtout après l'affaire avec le Venezuela, a décidé qu'il était bien plus efficace de faire preuve de force que de mener une diplomatie traditionnelle.
bien que certains experts soient d'un autre avis à ce sujet. Ils disent que la nomination de chefs militaires en exercice à des postes diplomatiques montre à quel point l'administration Trump a dévalorisé les diplomates qualifiés et les outils de la diplomatie en tant que tels. Cela témoigne d'une confiance excessive envers les militaires pour résoudre certains défis de politique étrangère, comme si on accordait trop d'honneur aux militaires. Il y a aussi des diplomates classiques, et les partisans de la diplomatie traditionnelle disent que oui, en effet. Les négociations sont un processus complexe. Il faut organiser 1 million de séries de discussions, puis réunir des groupes techniques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela peut durer indéfiniment. Mais moi, personnellement, je tends plutôt vers une autre conclusion. Je voudrais rappeler que les généraux américains, c'est-à-dire les militaires et non les diplomates, ont participé aux négociations sur le contrôle des armements avec l'Union soviétique pendant la guerre froide, et cela a porté ses fruits. Mais ici, il y a aussi un autre aspect. Le même ministre de l'armée des États-Unis, Driscoll, agit comme un lien entre l'Ukraine et les États-Unis. Avant lui, c'était d'ailleurs Kit Kellogg qui occupait ce poste. En novembre 2025, Driscoll a été soudainement nommé pour mener les négociations. Les négociations étaient alors dans l'impasse, et Driscoll a profité d'un voyage déjà prévu en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et d'autres hauts responsables gouvernementaux, militaires et industriels de la défense. Depuis lors, Driscoll a participé à plusieurs autres sessions de négociations, y compris une réunion à Abu Dhabi. Cette semaine, le rôle de Driscoll s'est précisé autour de la fonction d'un certain lien. Avec Driscoll, Kirill Boudanov Ier. Et encore une fois, suivez la chronologie. C'est précisément après que l'administration Trump a décidé de changer l'orientation de la diplomatie pour impliquer les militaires. C'est précisément après cela que Kirill Boudanov a été nommé chef du bureau du président, et plus important encore, chef du groupe de négociation ukrainien. Et voilà ce qui se passe. Cette presse écrit que les relations actuelles de l'administration Trump avec les Ukrainiens sont le résultat de la capacité de Driscoll à maintenir le dialogue entre les sessions de négociation, ainsi que de sa perspective militaire en tant que leader et ancien officier de l'armée. Mais qu'est-ce qui est encore important ici ? À Abu Dhabi, lors de ces mêmes négociations des 4 et 5 février, Dan Driscoll a été rejoint par le général américain Alexius Grynkevich, commandant des forces américaines et de l'OTAN en Europe, qui a aidé à mener les négociations pour rétablir le niveau élevé du dialogue militaire entre les États-Unis et la Russie. Au final, ce sont désormais les militaires, et non les diplomates des 3 pays, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, qui sont en contact permanent. Autrement dit, comme nous le comprenons, la plateforme de négociation a complètement changé de direction. Et comment ne pas se rappeler, par exemple, l'évaluation du journal Politico, qui écrivait que ces négociations de paix diffèrent de toutes les précédentes, parce que la partie ukrainienne et, ce qui est important, la partie russe sont devenues plus constructives. Eh bien, les Russes ont cessé de donner leurs pseudo-conférences historiques. Mais ce n'est pas tout. Pour l'Ukraine, faire participer les militaires aux négociations ne peut que nous être bénéfique. Cela ne peut que nous avantager. Ici, on peut bien sûr noter que cela signifie que nous sommes très proches d'une solution technique pour un cessez-le-feu. C'est pourquoi des militaires professionnels sont impliqués. Mais je vais parler un peu d'autre chose dans l'exposé du dictateur russe Vladimir Poutine. La victoire de la Russie dans cette guerre est déjà si proche qu'on a l'impression qu'on peut presque la toucher. Et cette logique, Poutine l'a soufflée à l'oreille de Steven Witkoff et de Donald Trump pendant des mois. Vladimir Poutine et ses responsables ont souvent affirmé que les Russes détenaient l'initiative stratégique sur le front en Ukraine. Vous vous souvenez que Poutine a personnellement annoncé la prise de Pokrovsk et Kupiansk, récemment Kupiansk-Ouzlovaya aussi. Or, il s'avère que tout cela était un mensonge. Poutine affirme que bientôt le Donbass sera conquis et ainsi de suite. Mais tout le problème, c'est que toute cette histoire est reprise par la direction américaine. Le vice-président J.D. Vance prévoit que la Russie finira par conquérir tout le Donbass, d'une manière ou d'une autre. Donald Trump, en commentant les images du défilé militaire de Moscou, aurait dit à ses assistants que l'armée de Poutine semblait invincible, et il a même voulu organiser son propre défilé militaire. En fin de compte, les États-Unis conditionnent l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine à des concessions territoriales. Oui, vous allez perdre ce Donbass, alors cédez-le déjà.
Et il n'y a rien d'étonnant à ce que Donald Trump puisse vraiment croire sincèrement que Vladimir Poutine a déjà conquis à la fois Pokrovsk, Kupiansk, Kupiansk-Uzlovoï et plein d'autres villes. En réalité, Donald Trump ne regarde pas la carte. Souvenez-vous, quand Volodymyr Zelensky lui a montré Pokrovsk et Kupiansk dessus, c'était totalement faux. Et puis, Donald Trump peut vraiment ne pas comprendre pourquoi ces Ukrainiens s'entêtent autant et ne veulent à fait pas céder ce petit bout de Donbass. Ce n'est pas si grave, il reste peu de territoire là-bas. Mais les militaires, comme Driscal ou Grinkevich, comprennent mieux ce que signifie, en termes de danger, la reddition à l'ennemi des hauteurs stratégiques et des positions fortifiées dans le Donbass. Et les militaires montrent très bien qu'aucun Kupiansk n'a été capturé par les Russes, que l'armée russe elle-même a aussi des problèmes, et qu'elle est loin d'être invincible. Et dans cet état d'esprit lucide, mener des négociations est bien plus productif et, ce qui est important, plus avantageux pour l'Ukraine. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.